Le mouton qui se prenait pour un chien. Il y a des gens pour qui un arbre ne représente pas seulement des stères de bois, des kilos de pâte à modeler. De même qu'un pré ne se mesure pas qu'en nombre de bottes de foin ou de quintals par hectare. Et que les bêtes ne s'évaluent pas qu'en poids de carcasse ou en hectolitres de lait. Ces gens-là, pour la plus grande gloire de la croissance économique, et grâce au productivisme agricole, ont disparu. Ces paysans, arriérés, réfractaires au progrès technique et scientifique, ont été victimes de leur obscurantisme moyenâgeux, bon débarras. Les supermarchés, hypermarchés et autres grandes surfaces de la distribution moderne sont pleines de nourriture et de biens industriels de consommation de masse qui font le bonheur de nos semblables. Et la nature ne s'en porte que mieux, surtout les abeilles, n'est-ce pas? De nos jours, les nouveaux paysans que l'on appelle agromanagers passent une partie de leur temps à remplir des paperasses administratives, à pianoter sur le clavier d'un ordinateur et à se casser la tête avec le jeu des règlements et des subventions. Vous trouvez que j'exagère? Oh, à peine. Mais moi je vais vous parler d'un autre temps, d'un autre pays, et d'autres gens qui n'existeront bientôt plus que dans les légendes et les histoires. Pour le vrai berger éleveur, l'élevage est une tragédie sans cesse renouvelée. On aime ses bêtes, on les soigne, on passe des dizaines d'années à construire un troupeau. Or, la finalité des bêtes est de finir dans une assiette. Comme nous d'ailleurs, de finir au cimetière. Ceux qui disent « bêtes comme un mouton ou comme un âne » n'en ont jamais fréquenté. Sinon, que devraient-ils dire en observant leurs semblables ou en regardant une émission de télé-réalité? Hein? Vous trouvez que j'exagère? Oh, à peine. Mener un troupeau dans le sens de la nature, des bêtes et le bien de la terre est beaucoup plus difficile à réaliser que de poser ses fesses sur le siège de la cabine climatisée d'un tracteur. Mener est la conséquence d'un long apprentissage des bêtes et du terroir. Et garder n'a pas la même signification. D'ailleurs, on donne à garder les vieux, les enfants et les prisonniers. Vous trouvez que j'exagère? Oh, à peine. Réfléchissez. Mais revenons à nos moutons. Un jour, un journaliste de la presse économique et financière me demandait par quelle grande école j'étais passé pour avoir appris le management d'entreprise et notamment la gestion des ressources humaines. Je lui répondis que je n'en avais fréquenté aucune, mais que j'avais fait le berger dans ma jeunesse. Évidemment, il ne m'a pas cru. Et pourtant, un troupeau, c'est un ensemble d'individus qui ont tous leurs particularités, leurs défauts, leurs qualités et leur sensibilité. Chaque bête a une personnalité, un ego, une histoire qui lui est propre. L'art du berger ressemble à l'art des grands politiques. Il construit le troupeau comme d'autres construisent une société. La différence est que les moutons ne votent pas. Enfin, pas toujours, hein. Chez les moutons, il peut y avoir un phénomène de transgression de la personnalité qui se traduit par le fait qu'une bête peut se prendre pour une autre. Si je dis cela, c'est parce que je l'ai constaté. Pour les intellectuels qui auraient du mal à suivre, je leur conseille de se pencher sur les œuvres de messieurs Freud, Lacan, Deleuze et Bourdieu. Alors, c'était en juin. Les bêtes étaient dehors, et dans le troupeau dont je m'occupais, 3 brebis avaient mis bas. Des tardons. L'une était bessonnière, l'autre avait fait une petite agnelle bise, et enfin la 3e, primipare, avait mis bas un tout petit mâle blanc chétif. Malheureusement, cette dernière mourut quelques jours plus tard, me laissant un orphelin sur les bras. J'essayai vainement de le faire adopter, mais aucune des mères allaitantes n'en voulut. Aussi, ne me résignant pas à le laisser mourir,
je me mis à traire les brebis et à les lever au biberon. Je faisais une première traite le matin, puis j'amenais mon agneau avec moi sur le troupeau. J'avais fabriqué un sac à l'aide du pain d'une vieille capote militaire et j'y déposais l'agneau lors de mes déplacements. Je le nourrissais ainsi toutes les 4 heures. Le soir, je refaisais une traite et je lui refilais un biberon avant d'aller me coucher. Pour ne pas avoir trop à me déranger la nuit, je le faisais dormir à côté de mon lit, dans une caisse remplie de paille et de laine. Je mettais le biberon dans mon lit, de manière à en garder le lait tiède pour la tétée de 3 heures du matin. J'étais un vrai papa poule avec mon ami. Au bout de 2 semaines, je renforçais la ration en y mettant un peu de farine d'orge cuite. Dans la journée, je sortais l'agneau du sac et je le posais à mes pieds. Au début, le chien était un peu jaloux, et lorsque l'agneau cherchait à le téter, il grognait et lui montrait les dents. Mais, peu à peu, il s'habitua, et il arriva que l'agneau se pelotonne contre le chien couché et reste ainsi à son niveau. Au bout de 3 semaines, le chien et l'agneau étaient devenus d'inséparables frères de lait, car le chien finissait les dernières gouttes du biberon. L'agneau et le chien me suivaient dès que je me déplaçais. Lorsque je donnais l'ordre au chien d'intervenir sur le troupeau, l'agneau essayait de le suivre, mais il était encore bien petit. La plupart du temps, le chien, qui traçait comme une flèche, l'avait laissé loin derrière. Aussi, au bout d'un moment, perdu, il se mettait à bêler de détresse. Sa mission accomplie, le chien revenait vers l'agneau et le ramenait à son pas. Les semaines passèrent et l'agneau avait atteint les capacités de suivre le chien dans ses interventions. Pendant tout ce temps d'apprentissage, j'avais moi aussi fait l'éducation de l'agneau. En fait, un petit agneau apprivoisé vous suit comme sa mère. Je m'arrêtais aux endroits où les plantes étaient bonnes pour lui. Dès que je marquais l'arrêt, il baissait la tête et commençait à goûter, à mâchonner les herbes et les végétaux que je lui désignais du bout de mon bâton. Le soir, en rentrant à la cabane, il dormait à côté du chien. Les jours passant, il avait atteint un poids de forme correspondant à son âge, et même un peu plus, compte tenu du régime privilégié dont il avait bénéficié. Un soir, alors qu'il était pratiquement sevré, je me dis que j'allais le mettre avec les autres, au parc de nuit à côté de la cabane. Bien mal m'en prit. Il ne cessa de bêler de détresse, entraînant les autres à lui répondre et le chien à gémir. Voulant quand même dormir, car j'avais une brave journée qui m'attendait le lendemain, je me résignai à le récupérer et à le laisser dormir dans la cabane avec le chien. Ceux qui ont été parents me comprendront, hein. Le fait que l'agneau reprenne les comportements du chien m'amusait, et je me pris au jeu. Je lançai un bout de bois au chien, et aussitôt suivi de l'agneau, il partait le chercher et me le ramenait. Puis je tenais le chien contre moi, et lançai le bâton à l'agneau. Il partait le chercher, et tentait de le prendre dans la bouche, en essayant de le ramener. D'ailleurs, lorsque je lui envoyais un bout de branche de mélèze vert et tendre, il parvenait à le saisir et me le ramenait. Entre-temps, l'agneau était devenu mouton. Bon, les bergers me comprendront, hein. Quand on dit qu'un animal apprivoisé vous suit comme un chien, ce n'est pas la bonne expression. On devrait dire vous colle aux pattes comme un tétou. Et croyez-moi, le regard d'affection que pose sur vous un mouton que vous avez élevé au biberon est identique à celui d'un chien. Il n'y a pas que la reconnaissance du ventre dans le regard des bêtes. Il y a aussi de l'amour et de l'amitié. À la fin, le mouton travaillait presque aussi bien que le chien. Il comprenait tout autant d'instructions. Fai-la girar, passa daqui, passa d'allà, fai-la venir qua, passa d'avant, passa d'arrière, fai-la più a, va-la cercar, passa large, ven aquí au pied, laisse venir, bougues pas. Mais il comprenait aussi les variations de ton et les modulations de la voix qu'emploie le berger. En effet, un bon berger prend un certain ton lorsqu'il veut obtenir une intervention directe et précise du chien sur le troupeau, mais il en emploie un autre lorsqu'il s'adresse directement au troupeau pour obtenir un comportement, avec par exemple un sous-entendu « Si vous n'obtempérez pas, j'envoie le chien ».
C'est comme certaines langues exotiques, où employant les mêmes mots, il y a une tessiture, une façon de parler particulière pour les hommes et une autre pour les femmes. Le berger module selon qu'il s'adresse aux moutons ou aux chiens. Et croyez-moi, ils entendent bien la nuance. Enfin, ce management fonctionne à condition d'avoir sociologiquement et hiérarchiquement structuré le troupeau en groupes. Un groupe familier ayant des relations privilégiées avec le berger et son chien, un groupe suiveur et un groupe d'indécis. Les bêtes les plus sages, avec lesquelles on établit des liens privilégiés par des câlins, des gratous, une poignée de céréales, recevront les sonnailles et ne devront jamais être niaqués par le chien. En leur donnant des noms et en maintenant quotidiennement un certain type de relations, on pourra les interpeller, les appeler et obtenir qu'elles réagissent à la voix du berger. Elles seront toujours suivies par les suiveuses et observées par les indécis. Ces bêtes constituent le noyau référent, stable et sécuritaire du troupeau. Les descendants issus de ce groupe stable auront tendance à reproduire le même comportement. Mais je suppose que tout cela est enseigné dans les écoles de berger modernes et a fait l'objet de nombreux ouvrages, à moins que l'élevage moderne et scientifique ne prenne plus en compte l'aspect relationnel de l'éleveur avec ses animaux. Donc, avec le temps, mon mouton se prenait pour un chien de berger. Il savait se faire respecter par ses congénères. Bien sûr, il ne mordait pas, mais leur filait des coups de tête dans les flancs et dans les fesses. Avec le chien, il formait une bonne équipe. Lorsqu'arrivait le moment de ramener le troupeau au parc de nuit, je n'avais rien à faire. Je suivais de loin, et lorsque j'arrivais, les bêtes étaient dans le parc et mon mouton et mon chien devant la porte. Le chien avait sa gamelle et le mouton la sienne, dans laquelle je mettais toujours un peu d'avoine et d'orge, et parfois même un peu de pain. L'identification du mouton au chien allait très loin. Il lui arrivait de pisser sur les marques du chien. Par contre, le mouton avait un avantage. Il était toujours là et disponible. Alors que le chien pouvait prendre la trace du lièvre, du chevreuil, voire d'essayer de lever les perdreaux, et s'absenter ainsi plus d'une demi-heure. Comment finit l'histoire? Tristement, hélas. J'avais fini par faire dormir le chien et le mouton dans un petit appentis adossé à la cabane, car le mouton n'était pas aussi propre que le chien. Un matin, le chien est revenu blessé sans le mouton. C'est quelques jours plus tard, grâce au corbeau, que j'ai retrouvé le cadavre du mouton. Il avait une plaie au museau et le ventre ouvert. Que s'était-il passé? Était-il tombé sur une bande de chiens errants? Était-il mort, victime, comme un bon chien de berger d'avoir voulu défendre son troupeau? Lui et le chien avaient-ils tenté d'intercepter une lémeneuse et ses marcassins? Avait-il pris un coup de dent d'un vieux sanglier solitaire? Je ne saurais jamais. J'ai travaillé toute une journée pour, comme un bon soldat, le mettre en tombe que j'ai creusé en haut d'une crête pour qu'il ait vue sur la vallée et la cabane. Et croyez-moi, j'en ai versé quelques larmes. Et le fait d'avoir à nouveau raconté cette histoire m'a encore mouillé les yeux.